Le déploiement des bornes de recharge électrique en France au menu, au programme de ce débat avec Diane Collige. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice générale d'Edenred Mobilité et Clément Moulison. Bonjour. Bonjour. Délégué général d'Aver France. On va prendre quelques secondes, quelques minutes pour présenter. Alors Edenred Mobilité, c'est la branche mobilité d'Edenred. Si je dis ça, vous avez tout bon. Je suis à peu près dans la cible, mais il faut que vous nous en disiez plus. Absolument. En fait, nous accompagnons les entreprises de la PME au grand groupe sur la gestion, l'optimisation et la décarbonation des flottes d'entreprises. Alors avec des solutions concrètement comme des cartes multi-énergie, des boîtiers de péage, de maintenance et une solution 360 d'électrification des flottes. Et on opère dans 28 pays, en Europe et en Amérique latine. Ce qui va permettre de comparer et d'évaluer le degré de développement du déploiement en France. Aver, c'est une association, tout à fait. C'est ça qui promeut ces enjeux de mobilité électrique. Exactement, on est l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique. On a à peu près 250 adhérents, tout l'écosystème, les constructeurs, les acteurs de la recharge, de l'énergie, des services. Et notre mission, en effet, c'est de faire en sorte que les transports s'électrifient. Oui. Créé en 78, c'était déjà un enjeu, l'électrification de la mobilité? Bien sûr, parce que dans les années 70, on a les chocs pétroliers on commence à se dire qu'il faut peut-être être moins dépendant des énergies fossiles. Et quand on se rappelle 2022-2023, le lancement de la guerre en Ukraine, les prix du gaz et autres, on se dit que c'est toujours d'actualité. Avec cet objectif de déploiement des recharges électriques qui a été donné, 400 000 points de recharge publique d'ici 2030, dont 50 000 points rapides, ultra rapides. On reviendra un peu sur le détail de ce qu'est un point rapide, ultra rapide, l'état du maillage français. Mais déjà, est-ce que cet objectif-là, il vous semble, je vous posais la même question à l'une et à l'autre, réaliste? 400 000 points de recharge publique d'ici 2030. Est-ce qu'on est sur cette tendance-là aujourd'hui en France? Vas-y, je t'en prie. Ouais, en effet, on est bien sur cette tendance. Je pense que ce qu'il faut regarder, c'est qu'on a un marché du véhicule électrique qui se développe. Ouais. L'année 2025 a été une bonne année. On a renoué avec la croissance, c'est vrai, dans toute l'Europe. Et puis, une cible particulière à adresser plus spécifiquement, c'est les flottes d'entreprises qui étaient peut-être parfois un petit peu à la traîne, qui ont besoin d'être accompagnées et qui, en 2025, pour la première fois, ont vraiment été très dynamiques. Et donc, pour elles aussi, les enjeux liés à la recharge sont un peu spécifiques entre la recharge privée et la recharge publique. Donc 400 000, oui, c'est un objectif qui est atteignable. Après, s'il faut en faire 500 000, on en fera 500 000. S'il faut en faire que 300, on en fera que 300. On suivra avant tout le marché. On parle de recharge publique, mais vous êtes là aussi pour déployer des recharges d'une certaine façon privée. Absolument. Dans les entreprises, sur les sites des entreprises, c'est ça? Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une entreprise, quand elle va chercher à électrifier sa flotte, elle va être faire face à une complexité qui est bien supérieure à une flotte thermique. Puisqu'il faut le thermique, vous avez besoin d'une carte carburant pour recharger à la station, pour aller faire son plein à la station-service. Là, vous devez penser infrastructure de vos bureaux, de vos entrepôts, recharge à domicile pour les collaborateurs. Et effectivement, la recharge privée est un énorme accélérateur des points de recharge et un bon complément de la recharge publique. Et donc, c'est effectivement des acteurs comme Edenred ont permis d'accompagner ce qu'on appelle la solution 360, permettre la recharge, bien sûr, sur la route, mais également dans les bureaux, les entrepôts, et aussi permettre aux collaborateurs qu'ils peuvent de se recharger chez eux et ensuite se faire rembourser l'électricité consommée à la maison par l'entreprise. Ça marche comment, ça? Il y a une appli? Comment Absolument. En fait, vous avez une borne avec un software intelligent que l'on fournit et qui va permettre effectivement de mesurer la consommation. Et ensuite, Edenred va s'occuper de transmettre l'information à l'employeur pour que l'employeur puisse rembourser la consommation. Est-ce qu'on vous demande forcément des points? Je viens à la question des points de recharge rapides, ultra rapides. Est-ce que c'est ce qu'on vous demande prioritairement aujourd'hui ou pas forcément? En fait, tout dépend du besoin. Si vous avez une flotte de véhicules légers avec une population de personnes qui, par exemple, restent au bureau, la recharge lente peut tout à fait suffire. Vous arrivez au bureau le matin, vous déposez votre voiture et elle se recharge dans la journée. Si vous avez des véhicules utilitaires, voire des camions électriques, puisqu'il y a une tendance également qui se développe aujourd'hui du camion électrique, là, les besoins sont différents et les volumes sont différents. Et donc là, vous pouvez avoir besoin, effectivement, de bornes de recharge qu'on appelle fast charge, DC charging, avec des gros volumes de kilowattheures, ce qui, effectivement, impacte totalement la chaîne de valeur. Clément Moulison, on est sur ce segment spécifique des points de recharge rapides ou ultra rapides. On est plus avancé, moins avancé, et à quel point c'est stratégique?
On est plutôt en avance en France. Il faut se dire qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de 180 000 points de recharge ouverts au public, qu'on est le 3e plus grand réseau européen, derrière les Pays-Bas et derrière l'Allemagne, qu'on dépassera un jour. J'en ai pas de doute. Et la recharge rapide, elle est quand même assez spécifique. C'est-à-dire qu'au quotidien, comme ça a été rappelé, l'essentiel des besoins sont plutôt de la recharge lente, de la recharge privée. On en a aussi besoin pour la recharge publique, parce que, par exemple, vous allez faire vos courses, vous restez branché 2 heures, pas besoin de faire le plein, vous prenez un petit peu. La recharge rapide, c'est vraiment les grands axes routiers, autoroutiers. L'ensemble des aires de service sont équipées depuis bientôt 3 ans. C'est dans certains cas spécifiques pour adresser des besoins de particuliers, mais aussi d'entreprises qui parfois font de la livraison et ont besoin d'un petit apport, un petit coup de pouce en cours de tournée. C'est un secteur où on invente, où on innove encore beaucoup. Tout à fait, notamment dans la gestion de la recharge, parce qu'effectivement, il ne suffit pas d'installer des infrastructures. Il faut après pouvoir les gérer, il faut pouvoir optimiser le coût et optimiser le réseau, l'utilisation du réseau. Le coût, parce que le prix de l'électricité, il n'est pas du tout le même en fonction du moment de la journée. Et donc, c'est là où il y a de l'intelligence sur la supervision qui permet de recharger au bon moment, au moment où l'électricité est la moins chère. Je parlais tout à l'heure de personnes qui arrivent au bureau à 8h30 ou 9h. Peut-être que sa voiture, si elle n'en a pas besoin dans la journée, elle sera rechargée qu'à 13h, parce que c'est là où l'électricité est la moins chère. Et puis, également, pouvoir gérer les pics et les creux de consommation pour pouvoir optimiser l'utilisation du réseau, du grid. Et donc, c'est là où il y a toute l'intelligence de la recharge qui se met en place. Et il y a beaucoup de choses qui se développent. J'ai déjà reçu plusieurs entreprises qui travaillent là-dessus, mais la possibilité que la voiture contribue au réseau si le réseau en a besoin, c'est ça ? Tout à fait, le véhicule to grid, le V2G en bon français. En effet, l'idée, c'est de faire en sorte que la voiture électrique, ça soit non seulement neutre pour le réseau. Aujourd'hui, par exemple, si vous écoutez le réseau de transport d'électricité, RTE, Enedis, ils vous disent que la voiture électrique, c'est pas une menace pour le réseau, mais ça peut même être une opportunité de flexibilité. Globalement, c'est vrai que quand on regarde la voiture électrique et tout ce qu'elle permet, c'est un univers beaucoup plus complexe. Néanmoins, tout l'enjeu pour nous et pour les acteurs qui travaillent et qui proposent des solutions, c'est de faire en sorte d'apporter la couche servicielle, logicielle qui permet que tout ça soit très simple. Vous branchez, vous ne posez pas de questions, mais par contre, votre pilotage va faire en sorte que la recharge commencera peut-être un peu plus tard quand c'est moins cher ou quand il y a plus d'énergie renouvelable, etc. C'est vraiment que pour l'utilisateur, ce soit de plus en plus simple. Mais ce que je décrivais, c'est de l'ordre du rêve ou c'est déjà opérationnel ? Non, c'est déjà opérationnel, ça existe déjà. Alors, il y a une spécificité, néanmoins, c'est si on redonne de l'énergie au réseau, si on redonne de l'énergie à un bâtiment. Au bâtiment, il n'y a pas de difficulté, ça se fait très bien. Pour le réseau, ça peut se faire, mais c'est un petit peu moins intéressant aujourd'hui. En France, on n'a pas des fluctuations de prix d'énergie suffisamment importantes. Puis surtout, on produit beaucoup plus d'énergie qu'on en consomme. On a encore un petit peu moins ces besoins-là. Mais ça existe, les solutions technologiques sont déjà en place et maintenant, il faut développer les incitations. C'est quoi le modèle économique d'abonnement, de forfait ? Quel est celui qui est le plus demandé? J'imagine que ça dépend des entreprises, ça dépend des... Alors déjà, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, les entreprises, allez, à 80%, on a interrogé près de 1000 entreprises, elles vont d'abord chercher à se recharger en privé, c'est-à-dire dans le local de l'entreprise ou sur leurs entrepôts, parce que la recharge est beaucoup moins chère, puisque c'est directement leur abonnement d'électricité. Et ensuite, effectivement, vous avez des systèmes d'abonnement. Grâce à l'interopérabilité que l'on a sur les réseaux européens, aujourd'hui, par exemple, chez Edenred, on est capable de proposer à nos clients d'avoir accès à 1 million de bornes de recharge publiques en Europe grâce à un abonnement. Et là, vous payez effectivement un abonnement mensuel et puis une transaction sur le kilowattheure. Le modèle le plus développé aujourd'hui, c'est lequel dans les modèles économiques? Alors pour les entreprises, en effet, c'est tout à fait celui-ci. Pour les particuliers, c'est un peu plus partagé entre l'utilisation de cartes de recharge, sur le même principe, mais possédée par la personne, la carte bancaire ou des solutions, applications ou autres. Globalement, de toute façon, sur toutes les bornes de recharge, vous avez l'obligation d'avoir les deux, de la recharge
avec un badge ou de la recharge avec une carte bancaire sur la recharge rapide ou généralement un QR code sur de la recharge lente. L'idée, c'est d'avoir les différentes possibilités. Vous avez des profils d'utilisateurs qui veulent la simplicité, ils se prennent une carte, ils ne regardent pas, ils font tout avec la même chose. D'autres qui vont parfois multiplier les cartes pour essayer d'avoir le prix le plus intéressant possible, profiter des moindres offres. Voilà. Il y a tous les profils dans les utilisateurs de voitures électriques. Est-ce qu'il y a des obstacles réglementaires ou administratifs qui freinent le déploiement des bornes, notamment sur les réseaux autoroutiers ou autres d'ailleurs? Oui, il y en a. Il y a des questions de simplification, il y a des choses qu'on peut développer. Aujourd'hui, le principal enjeu, c'est celui de la trajectoire de décarbonation. Oui. On a beaucoup parlé ces dernières semaines, ces derniers mois de 2035, la fin de vente des véhicules thermiques. Alors, est-ce que c'est fini, pas fini? Est-ce qu'on en vendra? Enfin bref. En fait, tout ça, ça brouille la trajectoire et forcément, la recharge, c'est une infrastructure de recharge. Et donc, l'infrastructure, elle doit pouvoir s'appuyer sur une transition, sur une trajectoire. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, le principal enjeu, c'est de stabiliser ça, de faire en sorte que la France reste un moteur de l'électrification de ses transports, de l'électrification de ses usages. On en a besoin. Et l'infrastructure, elle suivra parce qu'elle ne trouve d'intérêt que quand il y a des voitures électriques qui circulent. Ouais, vous avez justement une vision européenne chez Edenred. Est-ce que le coup de frein, on est obligé d'employer cette expression, donné à l'objectif d'interdiction des ventes de voitures thermiques en 2035, vous en voyez déjà l'impact ou pas? C'est-à-dire moins de projets ou des gens qui hésitent Non, en réalité, en 2025 et même sur la fin de 2025, l'électrification s'est accélérée. On a terminé l'année au niveau européen avec 26% des véhicules vendus qui sont des véhicules électriques, donc c'est en forte accélération. Encore plus sur les véhicules effectivement d'entreprise, vous parliez du B2B. En janvier, en France, c'est 36% des véhicules vendus en B2B qui sont électriques. Donc on ne voit pas de coup de frein. Donc ce mouvement, il est lancé. Le mouvement, il est lancé et après, charge à nous d'accompagner ces flottes qui vont rester mixtes pendant longtemps, de les accompagner et effectivement, comme le disait Clément, de permettre d'avoir un cadre réglementaire qui est surtout lisible et stable parce que les investissements, ils se prévoient à l'avance. Et donc, c'est important de pouvoir avoir un cadre pluriannuel d'investissement. Merci beaucoup. Merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure du grand entretien de ce Smart Impact. On va parler nouveaux imaginaires, nouveaux récits.